La main de Céline tremblait contre le mur glacé. Ses doigts effleuraient les coupures de presse jaunies, les visages figés dans le temps, les yeux de ceux qui n'étaient jamais rentrés chez eux. Mais ce n'était pas cela qui lui coupait le souffle. C'était l'article au centre, encadré d'un trait rouge sang comme une blessure qui ne cicatrisait pas. Gabriel Reynaud, acquitté. 2 ans de détention pour rien. L'ancien inspecteur enfin libre. Mais à quel prix? La photo montrait un homme aux yeux vides, menottes au poignet, sortant du tribunal de Lyon sous les flashs des caméras. Le même homme qui, quelques heures plus tôt, lui avait tendu une couverture en laine et une tasse de thé à la bergamote. Le même homme dont la cabane l'avait sauvé de la tempête. Le même homme accusé d'avoir tué sa femme. Céline recula d'un pas, son souffle formant de petits nuages dans l'air froid de la pièce non chauffée. Son cœur martelait sa poitrine. Elle aurait dû partir, immédiatement, courir vers la porte, retrouver sa voiture, même ensevelie sous la neige. N'importe quoi plutôt que rester ici, seule, avec un homme dont le passé hurlait danger. Mais elle ne bougeait pas. Parce qu'à côté de l'article d'acquittement, il y avait autre chose, des dizaines, peut-être des centaines de photos, des visages, jeunes, vieux, hommes, femmes, tous disparus. Et sous chaque photo, des notes manuscrites, une écriture serrée, presque maniaque, date, lieu, témoignage, hypothèse. Des lignes rouges reliaient les photos entre elles. Des cartes topographiques couvraient un autre pan de mur, constellé d'épingles colorées. Ce n'était pas le repère d'un meurtrier, c'était l'obsession d'un homme qui cherchait. La porte de la cabane grinça. Céline sursauta violemment, pivotant sur elle-même. Gabriel se tenait dans l'encadrement. Une bûche sous chaque bras, la neige accrochée à ses cheveux gris. Il la regarda, elle le regarda. Le silence entre eux était aussi épais que le brouillard montagnard. « Vous avez trouvé ?» dit-il simplement. Ce n'était pas une question. Sa voix était basse, fatiguée, comme celle d'un homme qui avait cessé de se défendre depuis longtemps. Céline ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Gabriel déposa les bûches près de la cheminée, se redressa lentement et se tourna vers elle. Ses yeux grisaciers ne fuyaient pas. Ils ne suppliaient pas non plus. Ils attendaient, comme s'il avait vécu ce moment 1000 fois dans sa tête. « Je n'ai pas tué Clara », finit-il par dire, « mais personne ne m'a cru. Pas tout de suite, pas assez vite. » Il s'avança vers le mur, passa sa main sur l'une des photos. Une femme brune, sourire éclatant, debout devant un lac de montagne. C'était elle, ma femme. Elle a disparu il y a 15 ans, lors d'une randonnée dans le Beaufortin. On ne l'a jamais retrouvée. Moi, on m'a retrouvé 2 jours plus tard, en état de choc, couvert de bleu, incapable de me souvenir de ce qui s'était passé. Pour la police, c'était suffisant. Céline sentit sa gorge se serrer. Elle aurait voulu dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots restaient coincés quelque part entre sa peur et sa curiosité. « J'étais inspecteur à Lyon », continua Gabriel, la voix neutre presque mécanique. 18 ans de service, des collègues, des amis. Tout ça s'est évaporé en une nuit. La détention provisoire a duré 2 ans. 2 ans à clamer mon innocence dans une cellule de 3 mètres carrés. Et puis, un jour, un randonneur a retrouvé des traces, des marques de lutte. Un témoin s'est manifesté, trop tard. Il avait vu Clara ce jour-là. Elle n'était pas avec moi. Elle était seule, perdue. Il se tut, les yeux fixés sur la photo de Clara. Céline pouvait voir la tension dans ses mâchoires, la manière dont ses poings se serraient imperceptiblement. Quand je suis sorti, je n'avais plus rien. Pas de travail, pas de maison, pas de nom. Juste cette cabane que mon grand-père m'avait léguée et cette question qui me dévorait. Si la police s'était trompée sur moi, sur combien d'autres s'était-elle trompée? Il se tourna enfin vers Céline et pour la première fois, elle vit quelque chose dans son regard. Pas de la colère, pas de la folie, juste une immense, écrasante lassitude. « Je ne vous demande pas de me croire, dit-il. Je ne demande plus rien à personne. Mais si vous voulez partir, partez maintenant. La tempête va se calmer d'ici quelques heures. Vous pourrez rejoindre Chamonix. » Céline ouvrit la bouche, ferma les yeux, respira profondément et dit la seule chose qu'elle n'aurait jamais cru dire. « Je reste. » 72 heures plus tôt,
Céline Morel n'était pas une femme qui fuyait. Elle était une femme qui construisait. Une photographe reconnue, spécialisée dans les portraits intimistes, les visages marqués par la vie. Son appartement du Marais débordait de tirages encadrés, vieux artisans de Belleville, vendeuses de fleurs des Halles, musiciens de rue de Montmartre. Des vies capturées en noir et blanc, des histoires figées dans le grain argentique. Elle avait passé 8 ans avec Mathieu Arnoux, directeur créatif dans une grande agence de publicité des Champs-Élysées. 8 ans à construire une vie commune. Dîner chez des amis à Saint-Germain, week-end à Deauville, projet de mariage toujours reporté. 8 ans à se dire que c'était ça, le bonheur adulte. Stable, prévisible, sûr. Jusqu'à ce jeudi matin de novembre. Céline était rentrée plus tôt de son shooting dans le 13e arrondissement. Elle avait photographié une vieille couturière cambodgienne dont les mains ridées racontaient 40 ans d'exil et de résilience. En poussant la porte de l'appartement, elle avait trouvé Mathieu assis sur le canapé en cuir, valise à ses pieds. « Je pars », avait-il dit, sans préambule, sans excuse. Céline avait posé son sac photo lentement, comme si ralentir le geste pouvait ralentir le temps. Pardon? Avec Chloé, de l'agence, ça fait 6 mois. Je suis désolé. 6 mois. Pendant 6 mois, elle avait photographié la vérité des autres sans voir le mensonge sous son propre toit. Pendant 6 mois, elle avait partagé son lit avec un homme qui pensait à une autre. Elle n'avait pas pleuré, pas crié. Elle était restée debout, pétrifiée, tandis que Mathieu balbutiait des justifications creuses. « C'est pas ta faute. Tu es formidable. J'ai juste besoin d'autre chose. Chloé est différente, plus jeune, plus. » Il n'avait pas fini sa phrase. Il n'en avait pas eu besoin. Quand la porte s'était refermée, Céline était restée immobile pendant 1 heure, peut-être 2. Le silence de l'appartement était assourdissant. Puis, son téléphone avait vibré, un message d'un numéro inconnu. « Tu mérites de savoir la vérité sur Mathieu. Ce n'est pas qu'une liaison. Contacte-moi. » Elle avait fixé l'écran pendant 10 minutes. Puis elle avait éteint son téléphone, jeté quelques affaires dans un sac de voyage, pris son appareil photo et ses économies, et elle était partie. Pas vers la vérité, pas vers les réponses, vers le silence, vers les montagnes, vers n'importe où, sauf ici. Direction Chamonix. Seule. La tempête avait frappé sans prévenir, comme souvent dans les Alpes en novembre. Céline conduisait depuis 7 heures, remontant l'autoroute A40, puis les routes sinueuses de Haute-Savoie. Elle avait quitté Sallanches quand les premiers flocons étaient tombés, gros, lourds, trop nombreux. La visibilité s'était réduite à quelques mètres. Sa Peugeot 208 glissait dangereusement sur la route verglacée. Céline avait serré le volant, le cœur battant, les essuie-glaces crissant frénétiquement contre le pare-brise. Elle aurait dû s'arrêter, faire demi-tour. Mais l'idée de retourner à Paris, vers l'appartement vide, vers les questions qu'elle ne voulait pas se poser, était insupportable. Alors elle avait continué, jusqu'à ce que la voiture dérape, fasse une embardée et s'immobilise dans un fossé, le moteur calé, enfoncé jusqu'aux portières dans la neige fraîche. Céline avait essayé de redémarrer. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Rien. Le moteur toussait et mourait. Son téléphone affichait fièrement « aucun réseau ». Évidemment, la nuit tombait vite en montagne. Dans moins d'1 heure, il ferait nuit noire. Les températures allaient chuter sous les moins 10 degrés. Elle portait un manteau de ville, pas une doudoune de randonnée. Ses bottines en cuir, élégantes dans les rues de Paris, étaient pathétiquement inadaptées. Elle était sortie de la voiture, avait regardé autour d'elle. Rien que des sapins noirs, pliés sous le poids de la neige. Le vent hurlait entre les branches, puis, à travers les flocons épais, elle avait aperçu une lumière, faible, tremblante, mais une lumière. Elle avait marché. 10 minutes qui avaient semblé durer une éternité, les pieds trempés, les doigts engourdis. La lumière provenait d'une cabane en bois, massive, ancienne, presque invisible sous la neige qui recouvrait son toit pentu.
De la fumée s'échappait de la cheminée en pierre. Céline avait frappé à la porte. Une fois, deux fois, ses poings gelés faisaient à peine du bruit contre le bois épais. La porte s'était ouverte. Un homme se tenait là. Grand, large d'épaules, cheveux gris coupés courts, barbe de plusieurs jours. 50 ans, peut-être plus. Il portait un pull en laine brute, un pantalon de velours côtelé, des chaussures de montagne usées. Ses mains étaient larges, calleuses, marquées de cicatrices anciennes. Mais c'étaient ses yeux qui avaient frappé Céline. Gris, froid, mais pas cruel, juste, lointain, comme s'il regardait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. « Bonsoir », avait-elle balbutié, claquant des dents. « Ma voiture, la tempête, je suis désolé de vous déranger, mais... »« Entrez », avait-il dit simplement. Pas de question, pas d'hésitation. Il s'était écarté, lui faisant signe d'entrer. L'intérieur de la cabane était sommaire, mais propre. Une grande pièce principale, table en bois brut, chaises dépareillées, étagères chargées de livres aux couvertures fatiguées, canapé défoncé près de la cheminée où crépitait un feu généreux. Une porte menait vers ce qui devait être une chambre, une autre vers une pièce fermée. L'odeur était étonnamment agréable. Bois brûlé, thé à la bergamote, peut-être un soupçon de tabac. « Asseyez-vous près du feu », avait dit l'homme en désignant le canapé. « Je vais vous chercher quelque chose de chaud. » Céline s'était installée, tremblante, retirant son manteau trempé. L'homme était revenu avec une couverture en laine épaisse qu'il avait posée sur ses épaules, sans un mot, puis une tasse fumante de thé brûlant. « Je m'appelle Céline », avait-elle dit. « Céline Morel. Je suis vraiment désolé de... » « Gabriel », avait-il coupé. « Buvez, vous êtes gelé. » Elle avait bu. Le thé était parfait, sucré, juste ce qu'il fallait. Gabriel s'était assis sur une chaise face à elle, les coudes sur les genoux, et il l'avait regardée en silence. Pas de manière menaçante, juste, observatrice, comme s'il lisait en elle. « La tempête va durer toute la nuit », avait-il fini par dire. « Peut-être demain aussi, vous ne pourrez pas repartir avant. » Merci, vraiment, je ne sais pas comment. Vous n'avez pas besoin de savoir. Dormez, on verra demain. Et c'était tout, pas d'autres questions. Pas de « que faites-vous seul sur cette route ?» Pas de « d'où venez-vous ?» Pas de « pourquoi fuyez-vous ?» Juste un refuge, silencieux, étrange, mais un refuge. Céline s'était endormie sur le canapé, bercée par le crépitement du feu et le hurlement du vent dehors. Elle avait rêvé de Mathieu, de l'appartement vide, du message sur son téléphone. Puis, elle avait rêvé de Clara Renaud, une femme qu'elle ne connaissait pas encore, debout devant un lac de montagne, souriant une dernière fois avant de disparaître dans le brouillard. Céline s'était réveillée avec la lumière grise du matin qui filtrait à travers les volets en bois. Le feu était éteint, mais la pièce restait tiède. Gabriel n'était pas là. Par la fenêtre, elle pouvait voir qu'il était dehors, une hache à la main, fendant des bûches avec des gestes précis, méthodiques. La neige continuait de tomber, mais moins violemment. Elle s'était levée, avait plié la couverture, puis avait regardé autour d'elle. C'était la première fois qu'elle observait vraiment la cabane. Les livres sur les étagères, polar scandinave, essais sur la criminologie, guide de montagne. Une carte de France au mur, criblée d'épingles. Un vieux poste de radio sur une commode. Pas de télévision, pas d'ordinateur visible, juste l'essentiel. Et cette porte fermée, à gauche de la cheminée. Céline avait hésité. C'était indiscret, impoli, mais une force irrésistible l'attirait. Peut-être la photographe en elle, toujours en quête de vérité cachée. Peut-être juste la curiosité humaine, cette pulsion qui pousse à regarder derrière les rideaux. Elle avait tourné la poignée. La porte n'était pas verrouillée. Et c'est là qu'elle l'avait vue, le mur, les visages, les disparus. Maintenant, ils étaient face à face. Gabriel avait raconté l'essentiel. Céline avait dit qu'elle restait. Le silence était revenu, mais il était différent, moins pesant, plus respectueux. « Pourquoi ?» demanda finalement Gabriel. « Pourquoi rester ?»
Vous ne me connaissez pas. Céline regarda le mur de photos, puis revint à lui. Parce que je fuis quelque chose aussi, dit-elle simplement. Quelque chose que je ne veux pas affronter. Et peut-être que si je comprends pourquoi vous cherchez, je comprendrai pourquoi je fuis. Gabriel fronça les sourcils. Qu'est-ce que vous fuyez? Céline hésita. Puis, lentement, elle sortit son téléphone de sa poche, l'alluma. Le message anonyme apparut immédiatement. Elle le lui tendit. Gabriel lut, releva les yeux. « Qui est Mathieu ? Mon ex-compagnon. Il m'a quitté il y a 3 jours, pour une autre. Mais ce message, il sous-entend que ce n'est pas tout, qu'il cache quelque chose de plus grave. Et vous n'avez pas cherché à savoir quoi ? Non, je suis parti. Pourquoi ? Céline sentit sa gorge se serrer. Parce que si c'est vrai, ça veut dire que j'ai passé 8 ans avec un menteur. Et si c'est faux, ça veut dire que quelqu'un essaie de me manipuler. Dans les 2 cas, je ne veux pas savoir. Pas encore. Gabriel hocha lentement la tête, comme s'il comprenait parfaitement. Le problème avec la vérité, dit-il doucement, c'est qu'elle finit toujours par vous rattraper. Croyez-moi. Céline le regarda longuement. Puis elle demanda, « Ces gens, sur le mur, vous les cherchez tous ? J'essaie. Certains sont morts, je le sais maintenant. D'autres ont refait leur vie ailleurs, mais quelques-uns attendent qu'on les trouve. Et personne ne cherche. Pourquoi vous ? Gabriel haussa les épaules. Parce que je sais ce que c'est d'être invisible, d'être oublié, de crier dans le vide sans que personne ne réponde. Il se leva, s'approcha du mur, passa sa main sur une photo, une jeune femme brune, 23 ans peut-être, sourire timide. Elle s'appelle Léa Fontaine, étudiante en biologie à Megève, disparue il y a 3 semaines. La police a classé l'affaire, fugue probable. Mais sa mère m'a contacté. Elle m'a dit que Léa n'était pas du genre à fuir, qu'elle avait quelque chose d'important à révéler. À révéler sur quoi ? Je ne sais pas encore, mais je vais trouver. Céline s'approcha, observa la photo. Les yeux de Léa Fontaine la fixaient comme une supplication silencieuse. « Comment je peux aider ?» demanda-t-elle. Gabriel la regarda, surpris. « Vous êtes photographe, non ? J'ai vu votre matériel. Vous avez l'œil pour les détails, pour ce que les autres ne voient pas. Ça peut servir. » Céline sentit quelque chose se réveiller en elle. Une étincelle, une raison. « Alors, montrez-moi tout ce que vous avez sur Léa Fontaine. » Gabriel sourit, un sourire presque imperceptible, mais réel. « D'accord, mais d'abord, on mange. Vous devez avoir faim. » Et pour la première fois depuis 3 jours, Céline réalisa qu'elle avait effectivement faim. Pas seulement de nourriture, de quelque chose d'autre, de sens, de vérité, de rédemption peut-être. La tempête hurlait toujours dehors, mais dans la cabane, quelque chose avait changé. 2 âmes perdues venaient de trouver un ancrage temporaire l'une dans l'autre. Pas de l'amour, pas encore de l'amitié. Juste une reconnaissance mutuelle. Celle de 2 personnes qui cherchaient, chacune à leur manière, un chemin vers la lumière. Les 3 jours suivants se fondirent dans une routine étrange et obsessionnelle. La tempête s'était calmée, mais Céline n'était pas repartie. Elle avait appelé une dépanneuse pour sa voiture, demandé qu'on la remorque jusqu'à Chamonix, mais elle était restée à la cabane. Gabriel ne lui avait pas demandé pourquoi. Il savait. Il travaillait côte à côte, penché sur le dossier de Léa Fontaine. Gabriel avait accumulé des notes manuscrites, des témoignages de camarades de classe, des relevés de cartes bancaires qu'il avait obtenus Dieu sait comment. Céline, avec son œil de photographe, avait commencé à numériser les documents, à créer des chronologies visuelles sur son ordinateur portable. Elle avait photographié le mur entier, puis réorganisé les informations par date, par lieu, par connexion. « Regardez ici, dit-elle un matin, pointant l'écran. Léa a retiré 200 € en liquide, la veille de sa disparition, à un distributeur de Megève, près de la gare routière. Pourquoi autant d'argent liquide ?» Gabriel fronça les sourcils, se pencha sur l'écran. Elle préparait quelque chose qu'elle ne voulait pas laisser de traces. « Ou elle avait peur », ajouta Céline. « Les gens qui ont peur
préfère le liquide. Pas de transaction traçable. Gabriel hocha la tête, impressionné malgré lui. Vous pensez comme une enquêtrice. Je pense comme une photographe. On observe. On cherche ce qui ne colle pas. Les détails que les autres ignorent. Ils continuèrent, heure après heure. Céline découvrait une facette d'elle-même qu'elle ne soupçonnait pas. Ce n'était plus seulement capturer la surface des choses, comme elle le faisait avec ses portraits. C'était creuser, comprendre, reconstituer. Gabriel, de son côté, s'ouvrait lentement. Il racontait ses années de flic, les affaires résolues, les erreurs commises, l'arrogance de croire qu'on pouvait toujours démêler le vrai du faux. Puis Clara, la randonnée, le trou noir dans sa mémoire. Le réveil à l'hôpital, menotté au lit, accusé de l'impensable. « J'ai arrêté de me défendre après 6 mois », avoua-t-il un soir, en fixant les flammes dans la cheminée. À force de crier son innocence, on finit par douter soi-même. Peut-être que j'étais coupable, peut-être que j'avais effacé le souvenir. Le cerveau fait ça parfois, pour se protéger. « Mais vous n'étiez pas coupable », dit doucement Céline. « Non, mais j'aurais pu l'être. C'est ça qui m'a détruit. Pas la prison, pas les accusations, mais le doute, sur moi, sur tout. » Céline comprenait, elle aussi doutait, de Mathieu, d'elle-même, de sa capacité à voir la vérité quand elle était juste sous ses yeux. « Ce message sur votre téléphone, » dit Gabriel. « Vous devriez répondre. Je sais, mais vous ne le ferez pas. Pas encore. » Gabriel la regarda intensément. « Vous ne pouvez pas fuir éternellement, Céline. Tôt ou tard, vous devrez rentrer, affronter. Sinon, vous finirez comme moi. Enfermé dans une cabane, à chercher des réponses pour les autres parce que vous avez abandonné les vôtres. » Céline détourna les yeux. Il avait raison. Mais elle n'était pas prête. Pas encore. C'est Céline qui trouva le premier indice majeur. En agrandissant une photo de Léa prise 3 semaines avant sa disparition, une photo Instagram que sa meilleure amie, Zoé, leur avait transférée, elle remarqua quelque chose en arrière-plan. Un homme, flou, à moitié coupé par le cadre. Il portait un costume coûteux, une montre qui brillait au soleil. Il regardait Léa. « Vous le connaissez ?» demanda-t-elle à Gabriel. Gabriel plissa les yeux, zooma sur le visage flou. « Non, mais cette montre, c'est une Patek Philippe, 20 000 € minimum. Pas le genre de choses qu'on porte à Megève pour faire du ski. » Ils contactèrent Zoé. Oui, elle se souvenait de ce jour-là. C'était lors d'une exposition d'art à la galerie Le Cristal, dans le centre de Megève. Léa y était allée pour son cours d'histoire de l'art. L'homme en costume? Non, Zoé ne l'avait pas remarqué, mais elle savait que Léa avait parlé avec quelqu'un ce jour-là, quelqu'un d'important. Elle était revenue troublée. Elle m'a dit qu'elle avait découvert quelque chose, expliqua Zoé au téléphone, la voix tremblante. Quelque chose qui pouvait tout changer. Mais elle ne voulait pas m'en dire plus. Elle disait que c'était dangereux. Gabriel nota tout, méthodiquement. Puis il se tourna vers Céline. Une galerie d'art, un homme riche, un secret dangereux, ça ressemble à du trafic. D'œuvres volées, suggéra Céline. Peut-être, ou de contrefaçon. Megève est un refuge pour millionnaires, beaucoup d'argent, peu de questions. Ils décidèrent d'agir. Le lendemain, ils se rendirent à Megève, à 1 heure de route de la cabane. Céline conduisait sa voiture récupérée. Gabriel, silencieux, observait les montagnes défiler par la fenêtre. La galerie Le Cristal était un bâtiment moderne, tout en verre et acier, niché entre des chalets cossus. À l'intérieur, des toiles abstraites au prix vertigineux. Un homme âgé, costume 3 pièces impeccable, les accueillit avec un sourire commercial. « Bienvenue, je peux vous aider ?» Gabriel sortit une carte, une vieille carte de flic, périmée depuis 15 ans. Mais l'homme ne pouvait pas le savoir. « Nous enquêtons sur la disparition de Léa Fontaine. Elle était ici il y a 1 mois. » Le sourire de l'homme se figea imperceptiblement. « Ah, oui, terrible histoire, mais je ne vois pas en quoi. Elle a parlé avec quelqu'un ce jour-là, » coupa Céline. « Un homme en costume, vous vous en souvenez ?
L'homme hésita une fraction de seconde. Trop longue. Non, désolé, nous avons beaucoup de visiteurs. Gabriel s'approcha, son regard gris acier fixé sur l'homme. Je pense que si, et je pense que vous savez exactement de qui on parle. Le silence s'étira, puis l'homme soupira, vaincu. Monsieur Arnaud, Philippe Arnaud, il est un collectionneur, très discret, très exigeant. Il vient souvent. Ce jour-là, mademoiselle Fontaine l'a abordé. Elle posait des questions sur la provenance de certaines pièces. Monsieur Arnaud n'a pas apprécié. Il lui a demandé de partir. « Où peut-on trouver Monsieur Arnaud ?» demanda Gabriel, la voix calme mais tranchante comme une lame. « Il possède un chalet, sur les hauteurs, le chalet des Cimes. Mais, écoutez, Monsieur Arnaud est quelqu'un de très influent. Je ne voudrais pas. »« Merci » coupa Gabriel. Ils sortirent. Dans la voiture, Céline sentit son cœur battre à tout rompre. « Philippe Arnaud » murmura Gabriel, le visage soudain livide. « C'est lui. » « Lui qui ?» Gabriel se tourna vers elle et Céline vit quelque chose de terrible dans ses yeux. De la rage, mais aussi de la peur. Le témoin, celui qui m'a innocenté. Il y a 15 ans, c'est Philippe Arnaud qui s'est manifesté pour dire qu'il avait vu Clara seule le jour de sa disparition. Grâce à lui, j'ai été libéré. On l'a présenté comme un héros, un citoyen modèle. Céline sentit un frisson glacial parcourir son échine. Vous pensez qu'il a menti ? Je pense qu'il savait quelque chose, et je pense qu'il s'est servi de moi, de mon procès, pour se faire bien voir, pour obtenir une réputation. Pendant que je pourrissais en prison, lui se construisait une image de sauveur. Et maintenant, Léa découvre quelque chose sur lui, dit lentement Céline, reconstruisant le puzzle. Elle le confronte. Elle devient dangereuse, et elle disparaît. Gabriel serra les poings. « On doit aller à ce chalet. »« Attendez » protesta Céline. « On devrait prévenir la police. Si cet homme est dangereux, la police, vous croyez qu'ils m'écouteront? Moi, l'ancien suspect, Arnaud est riche, respecté. Ils ne bougeront pas sans preuve concrète. Et pendant qu'ils traînent, Léa meurt peut-être quelque part. » Céline hésita. Tout en elle criait que c'était une folie. Mais en regardant Gabriel, en voyant cette détermination farouche, cette obsession qu'il avait gardée en vie pendant 15 ans, elle comprit qu'il irait, avec ou sans elle. « D'accord, dit-elle finalement. Mais on est prudent, on observe, on ne fait rien de stupide. » Gabriel acquiesça, mais Céline vit bien qu'il mentait. Ils arrivèrent en fin d'après-midi, alors que le soleil déclinait derrière les sommets enneigés. Le chalet des Cimes dominait la vallée, perché sur un promontoire rocheux, accessible uniquement par une route privée. C'était une construction luxueuse, tout en bois sombre et baies vitrées immenses, nichées parmi les mélèzes. 3 voitures étaient garées devant, une Range Rover, une Porsche Cayenne et une Mercedes classe G. Gabriel gara la voiture de Céline à distance, cachée derrière un bosquet de sapins. « On attend, dit-il. On observe, on voit qui entre, qui sort. » Ils attendirent 1 heure, 2 heures. La nuit tomba. Les lumières du chalet s'allumèrent, dorées et chaleureuses derrière les vitres. Céline grelottait malgré son manteau. Gabriel, lui, était immobile, concentré, le regard fixé sur le chalet. « Là !» murmura-t-il soudain. Une silhouette venait d'apparaître sur la terrasse. Un homme, la soixantaine, cheveux argentés, pull en cachemire. Il parlait au téléphone faisant les 100 pas, Philippe Arnaud. Puis une autre silhouette, plus jeune, une femme. Elle portait un plateau. Elle déposa quelque chose sur la table, puis disparut à l'intérieur. « Une employée ?» suggéra Céline. « Peut-être. » Ou Gabriel se figea. La femme était réapparue, mais cette fois à une fenêtre différente, à l'étage. Elle regardait dehors, les mains pressées contre la vitre. Même à distance, même dans la pénombre, Céline reconnut l'expression. Ce n'était pas une employée, c'était une prisonnière. « Mon Dieu !» souffla Céline. « C'est elle, c'est Léa !» Gabriel était déjà sorti de la voiture.
Céline le rattrapa, lui agrippa le bras. « Gabriel, non, on appelle la police maintenant. Ils ne viendront pas assez vite. Arnaud peut la déplacer, la faire disparaître, pour toujours. Alors qu'est-ce qu'on fait ?» Gabriel la regarda. Dans ses yeux gris, Céline vit 15 ans de rage comprimée, de nuits blanches, de hurlements silencieux. On entre, on la sort, et on met fin à ça. Ils s'approchèrent du chalet par l'arrière, se faufilant entre les arbres. La neige crissait sous leurs pieds. Chaque bruit semblait assourdissant. Le cœur de Céline battait si fort qu'elle avait l'impression qu'on pouvait l'entendre à des kilomètres. Gabriel testa une porte de service, verrouillée. Il sortit un petit outil de sa poche, un crochet improvisé. Céline le regarda, incrédule. « 15 ans de flic, chuchota-t-il. On apprend des choses. » La serrure céda en moins d'une minute. Ils se glissèrent à l'intérieur. Une buanderie, puis un couloir. Des voix provenaient du salon. Gabriel fit signe à Céline de rester silencieuse. Ils longèrent le mur, trouvèrent un escalier. À l'étage, plusieurs portes. L'une d'elles était fermée à clé. Gabriel colla son oreille contre le bois. Un bruit, faible, comme quelqu'un qui pleurait. Il donna un coup d'épaule. La porte résista. Un deuxième, un craquement. Au troisième, elle céda. Léa Fontaine était là. Recroquevillée dans un coin de la pièce, vêtements sales, cheveux emmêlés, yeux agrandis par la terreur. En voyant Gabriel et Céline, elle hoqueta de surprise. « N'ayez pas peur, murmura Gabriel, on est là pour vous sortir. » Léa ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Elle tremblait de tout son corps. Céline s'approcha doucement, tendit la main. « Léa, je m'appelle Céline. Votre mère nous a demandé de vous chercher. On va vous ramener chez vous. » Léa prit la main de Céline, se leva avec difficulté. Elle avait perdu du poids. Elle titubait. « Il sait, murmura-t-elle. Il sait que j'ai découvert les tableaux, les faux. Il les vend aux riches qui ne posent pas de questions. Je voulais juste faire mon mémoire sur la provenance des œuvres et j'ai trouvé. » « On parlera plus tard, coupa Gabriel. Pour l'instant, on sort d'ici. » Ils se dirigèrent vers l'escalier. Gabriel en tête, Léa au milieu, soutenue par Céline. Ils descendirent, marche après marche. Presque arrivés. Puis une voix, dans leur dos. « Arrêtez-vous !» Philippe Arnaud se tenait en haut de l'escalier. Il tenait un fusil de chasse. Gabriel se retourna lentement. Céline sentit tous ses muscles se figer. Léa émit un gémissement de terreur. Arnaud descendit quelques marches, le fusil pointé vers eux. Son visage, si distingué quelques heures plus tôt, était maintenant déformé par une rage froide. « Gabriel Renaud, dit-il avec un sourire amer, je me demandais quand tu reviendrais me hanter. »« Vous saviez qui j'étais, dit Gabriel, la voix calme mais vibrante de colère. « Depuis le début. Bien sûr. Tu crois vraiment que c'était une coïncidence ? Ton témoignage. J'avais besoin d'une bonne action, d'une image de citoyen modèle. Te sortir de prison, c'était parfait. Ça me donnait une réputation, une crédibilité. Personne ne soupçonnerait jamais l'homme qui a sauvé un innocent. »« Vous avez menti, » cracha Gabriel. « Non, j'ai dit la vérité. J'ai vu ta femme ce jour-là, seule, perdue. Je lui ai même proposé de l'aide. Elle a refusé. 2 heures plus tard, elle était morte, tombée dans un ravin. Un accident. J'ai trouvé son corps, mais je ne l'ai jamais signalé. Pourquoi ? Parce que j'avais d'autres affaires à régler ce jour-là, des affaires qui ne toléraient aucun témoin. » Céline sentit son estomac se retourner. Gabriel chancela comme si on l'avait frappé. « Vous avez laissé Clara mourir seule, » murmura-t-il. « Elle était déjà morte quand je l'ai trouvée, » répliqua Arnaud sans émotion. « Mais oui, je l'ai laissée là, et j'ai attendu. J'ai attendu que ton procès devienne un scandale. Puis, je suis intervenu, le héros, le sauveur. Ça m'a ouvert toutes les portes. J'ai construit mon empire sur ton dos, Gabriel, et tu ne m'as jamais remercié. » Gabriel serra les poings. Céline voyait les veines de son cou pulser. « Et maintenant, » continua Arnaud, « cette petite fouineuse. » Il désigna Léa avec mépris. « Vient mettre son nez dans mes affaires. Elle découvre que certaines de mes pièces sont... »
disons pas entièrement authentique. Elle menace de tout révéler. Je ne pouvais pas la laisser faire. Alors vous l'avez enlevée, dit Céline, trouvant enfin sa voix. Je l'ai mise à l'abri, le temps que je trouve une solution. Malheureusement, vous m'y forcez. Il arma le fusil. Le claquement résonna dans le silence comme un coup de tonnerre. Philippe, dit Gabriel, la voix dangereusement basse. Vous avez déjà détruit ma vie, ne faites pas ça. Ta vie était déjà détruite, Gabriel. Moi, je l'ai juste utilisée. Et maintenant, je vais la terminer. Il visa. Tout se passa en une fraction de seconde. Gabriel se jeta devant Céline et Léa. Le coup de feu explosa. Céline hurla. Gabriel s'effondra. Mais avant qu'Arnaud ne puisse recharger, une autre silhouette surgit de nulle part. Un homme, trapu, puissant. Il plaqua Arnaud au sol. Le fusil vola dans les airs. Marc Dumas, le frère de Léa. « Léa !» cria-t-il en immobilisant Arnaud. « Tu vas bien ?» Léa, en larmes, hocha la tête. Céline était à genoux près de Gabriel, les mains couvertes de sang. La balle l'avait touché à l'épaule. Il respirait encore, mais son visage était livide. « Gabriel, restez avec moi, supplia-t-elle. S'il vous plaît. » Gabriel ouvrit les yeux, grimaça de douleur. « La police, murmura-t-il. Dites à Marc. Appelez la police. » Marc avait déjà son téléphone. Les sirènes se firent entendre moins de 10 minutes plus tard. La gendarmerie, les pompiers, les lumières bleues illuminant la nuit. Arnaud fut menotté, hurlant des menaces, des justifications. Léa fut emmenée dans une ambulance, Marc à ses côtés. Gabriel, conscient mais affaibli, fut chargé sur un brancard. Avant qu'il ne l'emporte, il attrapa la main de Céline. « Vous avez trouvé votre courage », dit-il dans un souffle. Céline, les larmes coulant sur ses joues, serra sa main. « Vous aussi ». Les portes de l'ambulance se refermèrent. Céline resta seule dans la neige, sous les étoiles glacées, le sang de Gabriel séché sur ses mains. Elle sortit son téléphone. Et cette fois, elle répondit au message anonyme. L'hôpital de Sallanches sentait le désinfectant et le café froid. Céline était assise dans la salle d'attente des urgences depuis 4 heures, les mains lavées mais encore tremblantes, les vêtements tachés de sang séché. Autour d'elle, des gens attendaient. Une femme avec un enfant qui toussait, un homme âgé tenant sa main bandée, une infirmière épuisée avalant un sandwich devant la machine à café. Mais Céline ne voyait rien de tout ça. Elle revoyait le coup de feu, la chute de Gabriel, le sang qui s'étalait sur le parquet ciré du chalet. Elle revoyait Philippe Arnaud, menotté, hurlant qu'il n'avait fait que se défendre, que c'étaient eux les intrus, les criminels. Elle revoyait Marc Dumas serrant sa sœur contre lui. Léa qui pleurait sans pouvoir s'arrêter, répétant « Je suis désolé, comme une litanie. Un gendarme était venu prendre sa déposition. Capitaine Roussel, la quarantaine, moustache grise, regard fatigué mais attentif. Il avait noté chaque détail, posé des questions précises. Céline avait tout raconté. La cabane, la découverte du mur, l'enquête sur Léa, la galerie, le chalet, l'intrusion. Elle n'avait rien caché, pas même le fait qu'ils étaient entrés illégalement. « Vous vous rendez compte que vous avez pris des risques énormes », avait dit Roussel en refermant son carnet. « Monsieur Renaud aussi, il aurait dû nous contacter immédiatement. Il pensait que vous ne l'écouteriez pas », avait répondu Céline. À cause de son passé, Roussel avait soupiré longuement. Il n'avait pas tort, mais ça ne justifie pas ce qu'il a fait. Vous auriez tous pu mourir. Mais nous ne sommes pas morts et Léa est vivante. Sans Gabriel, elle serait encore prisonnière, ou pire. Roussel avait hoché la tête, refermé son carnet. Arnaud va être inculpé. Séquestration, trafic d'œuvres d'art, tentative de meurtre. Il ne sortira pas de sitôt. Quant à Monsieur Renaud, nous verrons. Techniquement, il a commis une effraction, mais vu les circonstances, il avait laissé sa phrase en suspens, puis était parti. Céline avait sorti son téléphone. Le message anonyme était toujours là, attendant une réponse. Elle avait tapé « Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous savez sur Mathieu ?» La réponse était arrivée 20 minutes plus tard. « Je m'appelle Thomas Levesque. J'ai travaillé avec Mathieu à l'agence. Il détourne des fonds depuis 2 ans.
Minimum 500 000 euros. J'ai des preuves, mais j'ai peur de parler. Il a des relations, des avocats. Si vous témoignez avec moi, on peut le faire tomber. Céline avait fixé l'écran pendant 10 minutes. 500 000 euros. 2 ans. Pendant qu'elle photographiait des artisans de Belleville et des vendeuses de fleurs, Mathieu volait. Pendant qu'elle rêvait d'un mariage, d'enfants peut-être, il construisait une fraude. Elle avait répondu « Je rentre à Paris dans quelques jours. On se voit. Et on parle. » Puis elle avait éteint son téléphone et attendu. Gabriel fut transféré en chirurgie. L'opération dura 3 heures. La balle avait traversé l'épaule, fracturant la clavicule, mais sans toucher d'organe vital. Il avait eu de la chance. Le chirurgien, un homme chauve aux lunettes rondes, était venu voir Céline en salle d'attente. Il va s'en sortir, mais il aura besoin de rééducation et de repos, beaucoup de repos. Céline avait hoché la tête, incapable de parler, la gorge serrée par le soulagement. On l'autorisa à le voir le lendemain matin. Chambre 304. Gabriel était allongé dans un lit d'hôpital, le bras droit immobilisé, des perfusions plantées dans le bras gauche. Il avait les yeux fermés, le visage creusé par la douleur et la fatigue. Céline s'assit doucement sur la chaise près du lit. « Je sais que vous êtes là », dit Gabriel, sans ouvrir les yeux. « Votre parfum, quelque chose de floral. Jasmin peut-être. » Céline sourit malgré elle. « Vous avez un bon nez pour un homme qui vient de se faire tirer dessus. » Gabriel ouvrit les yeux. Ils étaient plus pâles que d'habitude, comme délavés par la douleur. Mais il souriait. « Comment va Léa ?»« Bien, enfin aussi bien que possible. Elle est chez elle, avec sa famille. Marc veut vous rencontrer, vous remercier. » Gabriel détourna le regard. « Je n'ai rien fait d'héroïque. J'ai juste fait ce que je devais faire. »« Vous avez sauvé une vie, » dit doucement Céline, « et vous avez failli perdre la vôtre. C'est ce qu'on fait quand on a déjà tout perdu. On n'a plus rien à craindre. » Céline sentit son cœur se serrer. Elle prit la main valide de Gabriel, la serra doucement. « Vous n'avez pas tout perdu. Vous avez votre cabane, votre montagne. Et maintenant, vous avez des gens qui se soucient de vous. » Gabriel la regarda longuement. Puis, pour la première fois, Céline vit une larme couler sur sa joue. Une seule, silencieuse. « Clara aurait aimé que vous fassiez ça, » continua Céline. « Chercher, sauver, ne jamais abandonner. »« Je ne l'ai pas sauvée, elle, » murmura Gabriel, la voix brisée. « J'étais censé la protéger, et je l'ai laissée mourir. Vous ne l'avez pas laissée mourir, vous ne saviez pas. Personne ne savait. Arnaud l'a trouvée, mais il n'a rien fait. C'est lui le coupable, pas vous. » Gabriel ferma les yeux, mais les larmes continuèrent de couler. Céline ne dit rien. Elle resta là, tenant sa main, le laissant pleurer pour la première fois en 15 ans. Marc Dumas vint à l'hôpital le surlendemain. C'était un homme trapu, la trentaine, cheveux rasés, regard direct. Il avait les mêmes yeux noisettes que Léa, mais durcis par des années dans l'armée. Il entra dans la chambre de Gabriel avec une démarche militaire, rigide, contrôlée. Puis il vit Gabriel, pâle et amaigri dans son lit, et quelque chose se brisa en lui. « Monsieur Renaud, » dit-il d'une voix étranglée, « je ne sais pas comment vous remercier. » Gabriel secoua la tête. « Vous n'avez pas à me remercier. Vous étiez là, au chalet. Vous avez maîtrisé Arnaud. C'est vous qui avez tout terminé. J'étais là parce que je vous ai suivi, avoua Marc. Quand vous êtes venu poser des questions sur Léa, j'ai eu des doutes. Alors, je vous ai pisté, vous et mademoiselle Morel. Je vous ai suivi jusqu'au chalet. Et quand j'ai vu Arnaud sortir le fusil, j'ai compris que vous aviez raison depuis le début. » Il s'assit lourdement sur la chaise, passa ses mains sur son visage. « Après la disparition de Léa, j'ai accusé tout le monde. La police, les voisins, les profs, vous. Je pensais que vous étiez un fou, un obsédé, peut-être même un danger. Et pendant ce temps, ma sœur était enfermée à 10 kilomètres de chez nous, chez un notable que tout le monde respectait. J'aurais dû voir, j'aurais dû savoir. » Personne ne pouvait savoir, dit Gabriel. Arnaud était trop doué pour masquer ses crimes.
Il a utilisé son statut, son argent, sa réputation. C'est comme ça que les prédateurs survivent. Ils se cachent en pleine lumière. Marc releva la tête, les yeux brillants. Léa veut vous voir. Elle veut vous remercier quand vous irez mieux. Dites-lui qu'elle n'a pas besoin de me remercier. Dites-lui juste de vivre, pleinement. C'est tout ce que je veux. Marc hocha la tête, se leva. Avant de partir, il se retourna. Vous savez, monsieur Renaud, vous n'êtes pas ce que les gens disent. Vous n'êtes pas un criminel. Vous n'êtes pas un fou. Vous êtes juste. Quelqu'un qui refuse d'abandonner. Le monde a besoin de gens comme vous. Gabriel ne répondit pas. Mais quand Marc quitta la chambre, Céline vit quelque chose changer dans son regard. Quelque chose qui ressemblait pour la première fois à de l'espoir. Une semaine plus tard, Gabriel sortit de l'hôpital. Céline l'accompagna jusqu'à la cabane. Elle l'aida à monter les marches de bois, à s'installer sur son canapé défoncé. Elle ralluma le feu dans la cheminée, prépara du thé à la bergamote, s'assura qu'il avait assez de bois, de nourriture, de médicaments. « Vous allez rester ?» demanda Gabriel alors qu'elle enfilait son manteau. Céline se tourna vers lui. Elle savait que ce moment arriverait. Elle l'avait redouté autant qu'anticipé. « Non, je dois rentrer à Paris. Il y a des choses que je dois affronter. Des choses que j'ai fuies trop longtemps. » Gabriel hocha lentement la tête. « Mathieu, entre autres, mais surtout moi. Qui je suis, ce que je veux, ce que je mérite. » Elle s'approcha, s'agenouilla devant lui. « Vous m'avez appris quelque chose, Gabriel. Vous m'avez montré que fuir ne résout rien, que la seule manière d'avancer, c'est de regarder la vérité en face, même quand elle fait mal, même quand elle détruit tout ce qu'on croyait savoir. » Gabriel posa sa main valide sur la joue de Céline. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, dit-il doucement. Vous l'avez toujours été, vous aviez juste oublié. » Céline sentit les larmes monter. Elle prit la main de Gabriel, la serra fort. « Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ?»« Continuez. Cherchez. Il y a encore tant de disparus, tant de familles qui attendent. Je ne peux pas m'arrêter. Vous ne serez plus seul. Marc m'a dit qu'il voulait vous aider. Et Léa aussi, quand elle ira mieux. Vous avez construit quelque chose, Gabriel. Une équipe, une famille, peut-être. » Gabriel sourit. Un vrai sourire cette fois. « Et vous, vous reviendrez ?» Céline se redressa, enfila son manteau. « Peut-être, quand j'aurai mis de l'ordre dans ma vie, quand j'aurai trouvé mes propres réponses. » Elle se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Merci, Gabriel, pour tout. Merci à vous, Céline, d'avoir cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. » Céline sortit. La neige avait fondu. Le printemps arrivait, timide mais déterminé. Elle monta dans sa voiture, démarra, jeta un dernier regard à la cabane dans son rétroviseur. Puis elle prit la route, direction Paris. Paris l'accueillit avec son chaos habituel. Klaxons, foule, pollution. Mais pour la première fois depuis des semaines, Céline ne se sentait pas oppressée. Elle se sentait prête. Elle avait rendez-vous avec Thomas Levesque dans un café du 11e arrondissement. Le comptoir des arts, un endroit discret fréquenté par des étudiants et des artistes. Thomas était déjà là quand elle arriva. Trentaine, lunettes, air nerveux, il se leva quand il la vit. « Céline ? Oui, merci d'avoir accepté de me rencontrer. » Ils s'assirent. Thomas sortit une enveloppe épaisse, la posa sur la table. Tout est là. Relevé bancaire, factures gonflées, virements vers des comptes offshore. Mathieu détourne l'argent de l'agence depuis 2 ans. Il crée de faux clients, facture des prestations qui n'existent pas, empoche la différence. Au moins 500 000 €, peut-être plus. Céline ouvrit l'enveloppe, parcourut les documents. Chaque page était un coup de poignard. Des dates qu'elle reconnaissait. Des périodes où Mathieu disait travailler tard, rencontrer des clients. Pendant qu'elle l'attendait à la maison, préparait des dîners, rêvait d'avenir, il volait. « Pourquoi vous me dites ça ?» demanda-t-elle. « Vous ne me connaissez pas. » Thomas baissa les yeux. « Parce que je suis comptable à l'agence. J'ai découvert les irrégularités il y a 6 mois. J'ai confronté Mathieu. Il m'a menacé.
Il a dit que si je parlais, il ferait en sorte que je perde mon poste, ma réputation, tout. J'ai eu peur, alors j'ai gardé le silence. Mais quand j'ai appris qu'il vous avait quitté, j'ai pensé, peut-être que vous étiez innocente, peut-être que vous méritez de savoir la vérité. Céline referma l'enveloppe, les mains tremblantes. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que vous témoigniez, que vous alliez voir la police avec moi. À deux, on a plus de poids, on peut le faire tomber. Céline ferma les yeux. Elle pensa à Gabriel, risquant sa vie pour sauver Léa. Elle pensa à ces 15 années passées dans l'ombre, à chercher des disparus, à réparer ce qu'on lui avait brisé. Elle pensa à la femme qu'elle était il y a 3 semaines, celle qui fuyait, qui refusait de voir, qui préférait l'ignorance au chaos. Cette femme n'existait plus. « D'accord, dit-elle en rouvrant les yeux. On va à la police. Ensemble. » Ils prirent rendez-vous avec la brigade financière. L'interrogatoire dura 4 heures. Céline raconta tout. Les 8 ans avec Mathieu, les absences inexpliquées, les voyages d'affaires suspects, les dépenses extravagantes qu'elle avait mises sur le compte du succès professionnel. Thomas présenta les preuves. Documents, témoignages, chronologie détaillée. Une semaine plus tard, Mathieu fut convoqué, puis arrêté. Céline n'assista pas à son arrestation. Elle ne voulait pas le voir. Pas encore. Mais elle lut l'article dans Le Parisien. Détournement de fonds dans une grande agence de publicité, un directeur créatif écroué. Les jours suivants furent un tourbillon. Des appels de journalistes qu'elle ignora. Des messages d'anciens amis communs, oscillant entre soutien et accusation. Certains pensaient qu'elle était complice, d'autres qu'elle était victime. Céline ne répondait à personne. Elle avait dit sa vérité, le reste ne la concernait plus. Chloé, la maîtresse de Mathieu, tenta de la contacter. Céline effaça le message sans le lire. Puis, 2 semaines après l'arrestation, elle reçut une lettre de Mathieu, envoyée depuis la prison de Fresnes. Elle faillit la jeter. Mais quelque chose, la curiosité peut-être, ou le besoin de clore complètement ce chapitre, la poussa à l'ouvrir. « Céline, je ne m'attends pas à ton pardon. Je ne le mérite pas. Ce que j'ai fait est impardonnable. Te tromper, te mentir, voler, détruire ce qu'on avait construit. Je n'ai aucune excuse. Mais je veux que tu saches une chose. Je t'aimais, à ma manière, imparfaite, égoïste, mais je t'aimais. Ce n'est pas toi qui n'étais pas assez. C'est moi qui ne l'ai jamais été. Tu mérites mieux. Tu l'as toujours mérité. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui le comprendra. Quelqu'un qui ne te décevra pas comme je l'ai fait. Mathieu. Céline lut la lettre 2 fois. Puis elle la plia soigneusement, la rangea dans un tiroir et sortit son appareil photo. Céline passa les semaines suivantes à photographier Paris. Mais pas le Paris des touristes, pas les cartes postales. Elle photographiait les invisibles, les SDF sous les ponts, les femmes de ménage sortant des bureaux à 5 heures du matin, les livreurs épuisés sur leur vélo, les caissières au visage marqué par la fatigue, les musiciens de rue dont personne n'écoutait vraiment la musique. Elle créa une série qu'elle appela « Ceux qu'on ne voit pas ». 30 portraits, 30 histoires, 30 vérités. Une petite galerie du Marais, la lumière oblique, accepta d'exposer son travail. Le vernissage eut lieu un soir de mai, sous un ciel parisien étonnamment clair. Une 50aine de personnes vinrent, des amis, des inconnus, des journalistes. Un critique du Monde écrivit « Céline Morel capture l'âme humaine avec une intensité rare. Ces portraits ne sont pas de simples images, ce sont des révélations. » Mais la personne dont l'opinion comptait le plus n'était pas là. Pas encore. 3 mois après avoir quitté les Alpes, Céline y retourna. C'était le début de l'été. Les montagnes avaient troqué leur manteau blanc contre un écrin de verdure. Les mélèzes bruissaient sous le vent tiède. Les torrents dévalaient les pentes avec une énergie joyeuse. Elle gara sa voiture au même endroit qu'en novembre, marcha le même chemin. Mais cette fois, ce n'était pas la fuite, c'était le retour. La cabane était exactement comme elle l'avait laissée, peut-être un peu plus entretenue. Du bois fraîchement coupé empilé contre le mur, des fleurs sauvages dans un pot près de la porte.
Un détail qui fit sourire Céline. Gabrielle n'était pas du genre à cultiver des fleurs. Elle frappa. La porte s'ouvrit. Gabrielle se tenait là, le bras droit encore un peu raide, mais le regard plus vif, plus lumineux qu'elle ne l'avait jamais vu. Derrière lui, Céline aperçut Marc Dumas assis à la table, penché sur des documents, et Léa Fontaine, debout près de la fenêtre, un appareil photo à la main, le même modèle que celui de Céline. « Céline », dit Gabrielle, et dans sa voix, il y avait quelque chose de nouveau, de la chaleur, de la joie peut-être. « Bonjour Gabrielle ». Ils se regardèrent un long moment. Puis Gabrielle sourit. « Entrez, vous êtes chez vous. » Céline entra. Marc se leva, lui serra la main. Léa se précipita, la serra dans ses bras. « Merci, » murmura la jeune femme. « Merci d'avoir aidé Gabrielle. Merci de m'avoir sauvé. »« C'est Gabrielle qu'il faut remercier, » dit Céline. « Pas moi. »« On vous remercie tous les deux, » dit Marc. « Grâce à vous, ma sœur est en vie, et Arnaud est en prison pour 20 ans minimum. » Céline s'assit à la table. Gabrielle lui servit du thé, toujours à la bergamote. Elle sourit. « Vous vous souvenez ? » « Je me souviens de tout, » dit Gabrielle doucement. Ils passèrent l'après-midi ensemble. Gabrielle montra à Céline les nouveaux dossiers sur lesquels il travaillait. Marc avait créé une association, les Oubliés des montagnes, dédiée à la recherche de personnes disparues dans les Alpes. Léa, remise de son traumatisme, avait abandonné ses études de biologie pour se former à la photographie légale, documentant les scènes, les indices. Gabrielle coordonnait le tout, avec l'aide discrète de quelques gendarmes comme le capitaine Roussel, qui avait fini par reconnaître la valeur de son travail. « Vous avez construit quelque chose d'incroyable, » dit Céline, admirative. « Nous avons construit, » corrigea Gabrielle. « Sans vous, rien de tout ça n'aurait existé. Vous m'avez rappelé pourquoi je faisais ça. Vous m'avez rappelé que sauver quelqu'un, c'est aussi se sauver soi-même. » Le soir tomba. Marc et Léa partirent, laissant Gabrielle et Céline seules. Ils s'assirent devant la cheminée comme la première nuit. Mais tout était différent. Ils n'étaient plus deux inconnus brisés. Ils étaient deux survivants, deux chercheurs de vérité, deux âmes qui avaient affronté leurs démons et en étaient ressortis debout. « J'ai quitté l'appartement, » dit Céline. « Je cherche un nouveau lieu, quelque chose de plus petit, de plus simple, de plus vrai. Et Mathieu ? Il sera jugé dans 6 mois. Je serai là, pour témoigner, pour fermer ce chapitre définitivement. Mais il ne fait plus partie de ma vie. Il est juste un passé, une leçon. » Gabrielle hocha la tête. « Et votre exposition ? J'ai lu l'article du Monde. » Céline rougit légèrement. « Elle a bien marché. J'ai vendu quelques tirages, reçu des propositions. Mais surtout, j'ai retrouvé ce que j'avais perdu. Le sens de mon travail. Photographier n'est pas capturer des visages, c'est révéler des âmes. » Gabrielle la regarda intensément. « Vous avez révélé la mienne ?» dit-il, sans même prendre une seule photo. Céline sentit son cœur s'emballer. « Gabrielle, je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, » l'interrompit-il doucement. « Je ne sais pas si vous allez rester, repartir, revenir. Mais je veux que vous sachiez que ces quelques jours avec vous ont compté plus que les 15 dernières années. Vous m'avez montré qu'il était possible de revivre, pas seulement survivre, vraiment vivre. » Céline prit la main de Gabrielle, la serra fort. « Je ne sais pas non plus ce qui va se passer, mais je sais une chose. Je veux essayer. Essayer de construire quelque chose. Pas tout de suite, pas en effaçant nos blessures, mais en les acceptant, en les intégrant, en avançant malgré elle. » Gabrielle sourit, ce sourire rare, précieux, qui transformait complètement son visage. « Alors, restons en contact. Prenez le temps de reconstruire votre vie. Moi, je continuerai à chercher. Et quand vous serez prête, si vous l'êtes un jour, vous saurez où me trouver. Ici, dans cette cabane, entourée de vos disparus. Entouré de ceux que je cherche, parce que tant qu'on cherche, on n'est jamais vraiment perdu. » Céline revint à la cabane régulièrement, 1 fois par mois, puis 2 fois, puis elle ne compta plus.
Elle apportait son matériel, documentait le travail de l'association, photographiait les familles réunies, les moments de retrouvailles, les larmes de joie et de douleur mêlées. Gabriel, de son côté, descendit à Paris quelquefois. Il rencontra des associations de victimes, donna des conférences sur les personnes disparues, partagea son expérience. Il ne parlait jamais de lui comme d'un héros, juste comme de quelqu'un qui avait eu de la chance d'avoir trouvé une raison de continuer. Léa termina sa formation. Elle devint photographe légale, travaillant avec la gendarmerie et l'association. Marc quitta l'armée pour se consacrer entièrement aux oubliés des montagnes. Ils ouvrirent un bureau à Chamonix avec une vraie équipe, des bénévoles, des moyens. Philippe Arnaud fut condamné à 23 ans de prison. Clara Renaud, disparue depuis 15 ans, fut enfin retrouvée, ses restes, du moins, dans un ravin du Beaufortin, exactement là où Arnaud avait dit l'avoir vue. Gabriel put enfin l'enterrer dignement. Fermer cette blessure qui ne cicatriserait jamais complètement, mais qui pouvait enfin cesser de saigner. Mathieu Arnoux fut condamné à 5 ans de prison ferme et à la restitution intégrale des fonds détournés. Céline ne le revit jamais. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait tourné la page. Un soir d'octobre, 1 an jour pour jour après la première tempête, Céline arriva à la cabane avec un sac de voyage. Gabriel l'accueillit à la porte. « Vous restez longtemps ?» demanda-t-il. Céline sourit. « Je ne sais pas. Peut-être 1 semaine, peut-être plus. Peut-être indéfiniment. » Gabriel s'écarta, la laissa entrer. « Alors, bienvenue chez vous. » Ils s'assirent devant le feu. Dehors, les premières neiges commençaient à tomber, recouvrant la montagne d'un voile blanc et pur. Mais à l'intérieur, il faisait chaud. Il faisait bon. Il faisait sûr. Gabriel sortit une enveloppe de sa poche, la tendit à Céline. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ouvrez. » Céline ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une photo. La photo qu'elle avait prise de Gabriel 1 an plus tôt, debout devant le mur des disparus, la lumière de l'aube illuminant son visage fatigué mais déterminé. Au dos, Gabriel avait écrit « Merci de m'avoir montré que la lumière existe, même dans les endroits les plus sombres. Merci de m'avoir rappelé que chercher, c'est aussi espérer. Merci d'être revenu, toujours. J'ai... » Céline sentit les larmes monter. Elle posa la photo sur la table, se tourna vers Gabriel. « Je ne suis pas revenu par pitié, ni par culpabilité. Je suis revenu parce que c'est ici que je me sens moi-même. Avec vous, avec cette montagne, avec cette quête qui n'aura jamais de fin, mais qui donne un sens à tout. » Gabriel prit sa main, la porta à ses lèvres. « Alors reste, aussi longtemps que tu voudras, aussi longtemps que tu pourras. Je ne promets rien d'autre que la vérité, mais c'est déjà beaucoup, non ?» Céline sourit à travers ses larmes. « C'est tout ce dont j'ai besoin. » Ils restèrent assis là, main dans la main, regardant le feu danser dans la cheminée. Dehors, la tempête se levait de nouveau. Mais ils n'avaient plus peur. Ils avaient survécu à bien pire. Et ensemble, ils savaient et qu'ils survivraient à tout. 3 ans plus tard, l'association Les Oubliés des Montagnes avait retrouvé 42 personnes disparues. Certaines vivantes, d'autres, malheureusement, mortes depuis longtemps. Mais chaque famille avait eu des réponses. Chaque famille avait pu faire son deuil ou célébrer un miracle. Gabriel et Céline ne s'étaient jamais mariés. Ils n'en voyaient pas l'intérêt. Ils vivaient entre la cabane et un petit appartement à Chamonix, partageant leur temps entre les recherches, les interventions, les conférences. Céline avait publié un livre de photographie, Visage des oubliés, qui avait remporté plusieurs prix. Gabriel, lui, avait écrit un manuel sur les techniques de recherche de personnes disparues, utilisé maintenant par plusieurs services de gendarmerie. Léa Fontaine était devenue une photographe renommée. Marc Dumas dirigeait l'association avec une efficacité militaire tempérée par une compassion profonde. Ensemble, ils formaient une équipe soudée, une famille choisie plutôt que subie. Un matin de printemps, Céline se réveilla dans la cabane. Le soleil filtrait à travers les volets. Gabriel dormait encore, son visage apaisé, presque jeune malgré les cheveux gris. Elle se leva doucement, enfila un pull, sortit sur la terrasse.
La montagne s'étendait devant elle, majestueuse et éternelle. Les sapins bruissaient dans le vent doux. Au loin, un aigle tournoyait dans le ciel immaculé. Céline sortit son téléphone, regarda l'ancien message de Mathieu. Elle l'avait gardé, non par nostalgie, mais comme un rappel. Un rappel que parfois, perdre tout est la seule manière de tout trouver. Elle effaça le message, définitivement. Puis elle rentra, se glissa sous les couvertures, se blottit contre Gabriel. Il se réveilla doucement, l'enlaça. « Bonjour », murmura-t-il. « Bonjour. À quoi tu pensais ?» Céline sourit. « À rien. Et à tout. À la chance qu'on a eue de se perdre pour mieux se retrouver. » Gabriel l'embrassa sur le front. « On ne s'est jamais perdu, dit-il doucement. On cherchait juste le bon chemin. » Et dans cette cabane perdue au cœur des Alpes, entourée de visages disparus qui veillaient sur eux comme des gardiens silencieux, Céline et Gabriel comprirent enfin ce que signifiait vraiment vivre. Ce n'était pas l'absence de douleur, ce n'était pas l'absence de doute. C'était la capacité de continuer malgré tout, de chercher malgré l'absence de garantie, d'aimer malgré la peur de perdre, de croire malgré toutes les raisons d'abandonner. Dehors, la montagne continuait sa veille éternelle. Et à l'intérieur, deux âmes, autrefois brisées, respiraient enfin, libres et entières, sous le regard bienveillant de ceux qu'ils avaient sauvés et de ceux qu'ils continueraient à chercher. Parce que tant qu'on cherche, on n'est jamais vraiment perdu. Et tant qu'on espère, on n'est jamais vraiment seul. Fin.